C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Nous sommes le débat national. C'est un nouveau numéro sur DRC Info Télévision. Alors pour aujourd'hui, vous le savez, il y a beaucoup de sujets dans l'opinion congolaise, mais nous allons nous intéresser particulièrement au sujet de la marche de l'opposition, le groupe des 4 leaders, avec leurs partis politiques, leurs militants, seront dans la rue le 13 mai prochain, donc ce samedi déjà. Alors, comment cette marche va s'organiser, mais aussi quel est l'objectif de cette dernière? Vous aurez des informations sur ce plateau, car nous recevons un cadre de l'opposition de ce groupe-là. Alors, nous allons aussi parler de forces, des troupes de l'EAC, qui sont ici, mais dont le travail est mis en contestation. Certains estiment qu'ils doivent partir. En même temps, le président de la République en Afrique australe, dans cette tournée, a eu à participer au sommet de la SADC, un sommet qui a approuvé l'envoi des troupes de cette organisation sous-régionale en RDC. Troupes de plus. On va en parler sur ce plateau. Merci de nous suivre. Je m'en vais directement recevoir mon invité. Il s'appelle Joseph Edeba. Il est président fédéral du parti LGD, Lukunga 1, parti cher à Augustin Matata Pogno. Il est en même temps cadre et communicateur de ce parti-là, LGD, et il est coordonnateur de CRDC Asbel. Monsieur Joseph Edeba, bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci et bonjour, cher Georges. Merci pour l'invitation, en tout cas. Nous sommes venus débattre pour, n'est-ce pas, trouver la lumière sur les questions qui, n'est-ce pas, aujourd'hui concernent la République. Et donc, voilà, nous sommes très heureux d'être sur votre plateau. Merci beaucoup. C'est pour nous un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, d'entrée des jeux, vous êtes du LGD. Je vous trouve avec la cravate rouge comme votre mentor, qui est Augustin Matata Pogno, toujours classe. Mais comment se porte LGD aujourd'hui? Merci beaucoup pour le compliment. Les LGD se portent très bien. Nous nous préparons déjà, vous savez, d'entrée de jeu, pour la marche de ce samedi 13 mai. Une marche qui, n'est-ce pas, s'articule sur l'intérêt du peuple. Une marche qui a pour but, n'est-ce pas, de démontrer à la face du monde, d'Afrique et de toute la République que le Congolais en a marre de l'amateurisme de nos gouvernants actuels, ce qui amène qu'est-ce que je veux dire, des complications de vie, ce qui amène au-delà de ça la vie chère, ce qui amène au-delà de ça l'insécurité. Et c'est, voilà, je peux dire en des termes clairs que le parti se porte bien et nous nous préparons en conséquence pour cette activité du 13 mai, c'est samedi. On dit du LGD que c'est un parti de la Gombe, un parti de ma campagne, donc un parti des hommes toujours classe là. Est-ce que vous pensez tenir à l'opposition où ça vous exige la rue, par exemple? Je ne sais pas, quelque part où on a mentionné que puisqu'on est un parti de l'opposition, on doit avoir son siège à Mombele ou nécessairement à Kingaboa. Donc, comprenez par là que l'emplacement d'un siège d'un parti politique n'est vraiment pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est la vision du parti. C'est le programme d'action du parti. C'est la qualité des animateurs du parti, mais aussi c'est ce qu'on a comme vision de gouvernance demain pour la République. C'est ce qui fait d'un parti un parti, en tout cas, au centre des intérêts de la nation. Les emplacements, on peut le mettre à Gombe, à ma campagne, comme c'est le cas pour notre siège national, comme on peut le mettre à Limeti, comme c'est le cas pour d'autres partis politiques que j'étais les noms. Mais cela ne veut pas autant dire que le fait que l'emplacement du parti est dans X ou Y endroit, c'est ce qui fait de ce parti un parti très fort.
Donc voilà, cher Georges, la réponse que je peux vous donner. Et en même temps, Augustin Matata Pogno est originaire du Maniema. Et on dit que là, la plupart des cadres sont du Maniema. Est-ce que vous êtes un parti de Maniema ou comment? Nous ne sommes pas un parti du Maniema, nous sommes un parti de la compétence. Ce qui nous unit tous dans ce parti, c'est la qualité, c'est la vision, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, mais aussi c'est la compétence, la qualité, le leadership de chacun. Donc la profondeur n'appelle que la profondeur. Moi qui vous parle présentement, je suis d'ici d'Ubangui, je ne suis pas des Maniema. C'est-à-dire que dans notre parti, nous avons toutes les personnes en provenance de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et donc, il n'y a pas une définition qui part dans le sens de dire que le parti LGD est un parti des Maniémiens. Donc, voilà. Mais on a vu à un moment donné, il y a eu une activité à Showbuzz. On sait ce qu'est vos Showbuzz. Et en même temps, on dirait que ceux qui adhèrent au LGD, pour être cadre par exemple, ne sont que ceux qui ont des moyens. Donc il faut avoir un petit rien pour être cadre au LGD. Est-ce que faites-vous adhérer les gens à Kingasani, faites-vous adhérer les gens à Mombele, faites-vous adhérer les gens à Kimboala et ailleurs? Laissez-moi vous dire, cher Georges, et je profite de le dire à toute la population congolaise de partout où ils nous suivent, que notre parti n'est pas un parti des bourgeois, comme on essaie de le définir par certains. Notre parti, d'ailleurs, son président national, est issu d'une famille très pauvre. Si vous allez aujourd'hui à Kindu, vous allez retrouver la demeure auquel notre président résidait et avec toute sa famille. Ce qui veut dire que quand vous voyez les vestiges, vous sentez qu'il y a eu quelque part un débit très difficile de la vie de quelqu'un. Et donc notre parti ne peut pas être là juste pour accueillir les bourgeois. Et notre parti agit partout, à Selembao, à Bumbu, là où il y a mon président, le camarade président fédéral Alain Bafé, que je salue au passage, et je transmets également mes condoléances parce qu'il a perdu son grand frère. Ah, okay. Notre parti est en action, je vais dire ici à Tchangou, notre parti est à Kingaboa, notre parti est partout. Nous avons des représentants, cher Georges. Notre parti, le LGD, n'est pas un parti qui ne se limite qu'aux considérations, en tout cas d'ordre financier. Et en termes d'implantation aujourd'hui, le LGD représente quoi dans les 26 provinces? Est-ce que c'est seulement à Kinshasa et à Kindu ou bien vous êtes déjà implanté sur l'ensemble du territoire national? Permettez-moi de vous rappeler que notre parti n'a jusqu'alors qu'une année d'existence en termes d'action. On a suivi récemment les Lan 1. Mais à cela, je vous informe que différemment de plusieurs partis politiques qui ont plus d'âge que notre parti, le LGD est implanté dans plus de 15 provinces déjà. Ah, okay. Ce qui est une avancée significative et claire. Et cela n'est pas la limite. C'est-à-dire que nous implantons progressivement le parti. Parce que nous sommes arrivés à une année préélectorale. Et votre président... Qui dit année préélectorale, ça doit nous rappeler que nous devons nous préparer déjà aux élections, du coup. En même temps, nous devons agir pour implanter les partis. Donc, nous avons une sorte de double vitesse. Donc, nous devons œuvrer avec double vitesse, implanter et préparer les élections. C'est-à-dire, l'implantation va se faire progressivement. En même temps, nous nous préparons pour les élections. Et à ce jour, nous comptons plus de 15 provinces où les LGD est implanté, ce qui est un grand pas à féliciter. Ça c'est bien, ça c'est bien, félicitations et nous espérons que vous allez atteindre toutes les 26 provinces. Merci. Alors votre président s'est proclamé candidat président de la République aux prochaines élections. Espérons que les autres alliés vont le porter aussi dans ce sens-là. Mais est-ce a-t-il cette aura-là, même en termes de moyens, pouvez-vous tenir une campagne qui vous amène jusqu'à être élu président de la République, par exemple? Est-ce que vous êtes à la hauteur? Nous sommes très à la hauteur et nous sommes très à l'aise à considérer que notre président aujourd'hui est candidat candidat à l'élection présidentielle de 2023.
Et nous sommes très confortés à considérer que notre président a un parcours très élogié à la tête des institutions, ce qui lui donne déjà beaucoup plus de valeur ajoutée pour être le favori, hein, n'est-ce pas, dans la liste de candidats qui vont se présenter à l'élection. Mais au-delà de ça, vous avez vu vous-même et vous remarquez aujourd'hui, la conjoncture actuelle prouve à suffisance que la gouvernance de notre président national, à l'époque où il était ministre des Finances et jusqu'à ce qu'il soit nommé Premier ministre, c'est de 2012 jusqu'à 2016, vous avez aujourd'hui à la comparaison le résultat qui prouve à suffisance que ce monsieur est capable d'amener à bon port ce pays sur la trajectoire de développement. Mais qu'est-ce qui fait cette différence avec tous ces successeurs aujourd'hui qui ne parviennent pas, mais surtout sur cette question de l'équilibrage du taux d'échange? En quoi est-ce que Matata était si spécial que, par exemple, Sama Condé, Sami Badibanga, Bruno Tshibala, qui sont arrivés après? Alors, je vais vous répondre très simplement que, cher Georges, notre président national avait une spécificité de leadership qui, en tout cas, se diffère. Notre président avait une qualité de la gouvernance axée sur le résultat. Et c'est ce qui fait de lui quelqu'un de rare, un oiseau rare. C'est ce qui fait de lui un aigle qui vole dans les altitudes. Donc, notre président, les camarades d'Augustin Matata Ponyo, c'est quelqu'un de discipliné. Et quand on gère les affaires publiques, quand on est à la tête des institutions, on doit être quelqu'un de discipliné, d'éthique, mais quelqu'un qui œuvre pour le bien des gens que lui représente. C'est ce qui fait la différence entre lui et les animateurs qui sont arrivés après. Un peu pour terminer, vous, sur cette question de votre parti, vous parlez de la discipline et de l'éthique d'Augustin Matata Ponyo, mais certains disent qu'il fouillerait la justice pour se présenter, notamment sur la question des biens aérianisés et du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Est-ce que Matata a peur de la justice? Pourquoi il ne veut pas se présenter et accepter que le procès ait lieu publiquement et que le peuple sache ce qui s'est passé réellement? Un bon citoyen de la République, un bon citoyen congolais n'est pas celui qui fuit la justice. Parce que ça, c'est de l'incivisme. Donc, on ne fuit pas la justice, ni on fuit les institutions administratives du pays pour, je ne sais pas moi, quelle raison. On répond toujours. Et donc, notre président n'est pas un incivique. Je dois vous rappeler, cher Georges et les téléspectateurs, que notre président, au moment où le dossier Bukanga-Lonzo a débuté et les biens a réalisé, et il était jusque-là conseiller, haut conseiller d'ailleurs, des chefs d'État africains. Il s'est retrouvé, je pense bien que c'était en Guinée à l'époque. Mais beaucoup l'ont dit, ne revenez pas, restez là-bas. En tout cas, ça va barder ici, on va vous arrêter si vous arrivez. Il a dit, niet, moi je retourne au pays et je vais faire face à la justice de mon pays. Pas dans le sens de s'opposer à la justice, mais de répondre en tant que citoyen civilisé, en tant que citoyen de morale, en tant que citoyen discipliné, à la justice pour éclairer l'opinion sur les questions qui sont posées. Mais M. Matata Ponyo est arrivé dans ce pays, il est retourné bel et bien dans le pays. Les dossiers qui a été composé pour le mettre en accusation, tout le reste, en tout cas, c'était déjà très mal parti parce qu'au niveau du Sénat, on n'avait pas réuni la plénière pour avoir l'autorisation de, n'est-ce pas, procéder à des poursuites. À des poursuites judiciaires à notre président national. Ce qui était déjà une violation des règlements du Sénat. Vous voyez, donc, au-delà de ça, il y a eu violation sur violation jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la Cour constitutionnelle. Mais vous savez, M. Matata n'a pas fabriqué les lois. M. Matata n'a pas écrit la Constitution. Mais puisque la Constitution que nous utilisons, c'est une Constitution à tous. Et d'ailleurs, dans un état de droit, les lois doivent être
les lois pour tous. Les lois doivent avoir des impacts sur la vie de tout le monde au même titre. Parce qu'il n'y a pas un citoyen qui est au-dessus de la justice. Même le président de la Cour de cassation ou la Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus de la justice. Moins encore le président. Cependant, que dit cette constitution en matière de poursuite d'un ancien ou d'un premier ministre ou d'un président en fonction ou d'un ancien président? Il est clairement établi dans la constitution que les présidents et les premiers ministres sont, n'est-ce pas, sont justiciables devant la Cour constitutionnelle pendant le mandat, c'est bien défini. Et après mandat? Mais après mandat, il n'a pas été prévu dans la Constitution que l'on juge un ancien Premier ministre ou un président. Puisque quand on juge un ancien Premier ministre en fonction ou un président comme le président Félix Tshisekedi aujourd'hui, c'est que la peine réservée, c'est la destitution. Bon, dites-moi celui qui n'est plus en fonction. Il n'est plus Premier ministre. Vous le reprochez ou vous l'accusez pour le fait que vous lui reprochez pendant son mandat, pendant qu'il exerçait son mandat. Donc, la sanction réservée serait quoi? Vous allez inventer la sanction. Non, mais donc, du coup, M. Matata n'est pas coupable. D'abord, devant un juge, avant que l'on entame d'abord les contenus de l'accusation ou du dossier, on regarde les contenants, c'est-à-dire la forme. Quand la forme est biaisée, le juge n'a même pas le temps de voir les contenus. Et c'est à ce niveau-là que nous étions. Qui est le juge naturel d'un ancien Premier ministre comme prévu dans la Constitution? C'est-à-dire qu'il y a un vide juridique à ce niveau-là. Un vide juridique à compléter. Et ce n'est pas M. Matata qui l'a créé. Il peut y avoir des jurisprudences. Ne nous dites pas que ça va consacrer l'impunité si réellement il y a des faits qui lui sont reprochés et qui s'avéreraient vrais. Il ne risquerait alors de jouir de l'impunité, comme certains pensent au sein de l'opinion. Mais M. Matata n'est pas le juge, n'est pas un super-homme. M. Matata n'est pas un incivique pour dire qu'il a fui la justice. Il est passé partout devant les juges en attendant que l'on puisse lui présenter les faits afin que lui présente ses moyens. Mais en attendant, je vous explique, cher... Rapidement, parce qu'on doit entamer déjà... cher Georges, vous savez, sur la marche. M. Matata est le rare. Et jusqu'à ce jour, je ne sais pas s'il y en aura d'autres politiques qui a pris le courage d'écrire à M. Jules Alingete pour le demander, M. Jules Alingete, allez enquêter sur ma gestion depuis avant que je sois ministre des Finances, c'est-à-dire de la BCECO, parce qu'il a commencé à la BCECO en 2003. Ouais. De la BCECO jusqu'à être ministre des Finances, jusqu'à la fin, quand j'étais, où j'avais les fonctions du Premier ministre. Mais M. Alingete a déployé des enquêteurs. Ils sont passés partout. Mais au finish, qu'est-ce qui s'est passé? Mais donnez-moi quand même les rapports, partagez-moi les rapports de l'enquête auquel je vous ai demandé. Mais M. Alingete n'a pas voulu. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, M. Matata fait objet d'un acharnement politique parce que déjà, il s'est déclaré candidat aux élections. Un. Deuxièmement, parce que M. Matata a refusé d'adhérer à l'Union sacrée afin de soutenir les candidats de l'Union sacrée. Et c'est comme ça qu'on est en train de tout politiser pour chercher à le coincer. Mais ce qui est bien, c'est que la population aujourd'hui est prévenue. On a posé la question, est-ce que vous avez le preuve qui atteste que M. Matata a détourné de l'argent? Est-ce que jusqu'à ce jour, cher Georges, vous qui êtes journaliste, avez-vous vu un seul document qui atteste que M. Matata a volé ne serait-ce qu'un dollar du trésor public? C'est moi qui pose des questions. Alors, les gens ont compris. Les gens ont compris que c'est une manipulation. Mais on dit qu'il a planté les maïs à Bukanga-Lonzo anti-candidat. Et a récolté l'université au Kindu. C'est une machine anti-candidat, nous le savons. Donc, tout celui qui a des ambitions qui vont à la contre de l'ambition de l'Union sacrée aujourd'hui est considéré comme l'ennemi du peuple. Je prends donc cette explication pour vous dire que M. Matata n'est pas coupable jusqu'à ce jour, puisque d'ailleurs, on n'a même pas débuté, on n'a même pas entamé la procédure de l'entendre sur PV et autres sur le dossier. Merci mais cependant, la forme déjà, elle est biaisée. Merci beaucoup. En tout cas, ceci nous permet de passer directement à la marche du 13 mai prochain, donc ce samedi déjà. Matata, Moïse Katumbi,
Martin Fayoulou et Délice Sanga, les 4 leaders avec leur parti politique, et vous, les membres de ces différents partis, vous mobilisez pour cette marche-là. D'abord, quel est l'objectif visé par cette marche-là? Merci beaucoup pour la question posée. L'objectif est clair, c'est le bien-être de la population, le bien-être de la société, le bien-être du peuple. C'est ça l'objectif principal de cette marche du 13 mai que nous sommes en train de nous préparer pour aller. Et donc, nous nous préparons pour aller à cette marche pour principalement 3 raisons. D'abord, nous dénonçons les processus électoraux chaotiques que M. Kadima nous prépare pour enfin nous faire arriver à ce qu'on considère un putsch électoral. Vous criez déjà au scandale alors que les choses sont je vais vous expliquer. Deuxième de raison, c'est que la vie aujourd'hui, c'est très coûteux. Donc aujourd'hui, la vie est très chère dans la ville de Kinshasa comme ailleurs. Vous savez que récemment, les gens sont en train de mourir au Kasaï, au Lualaba, à cause de la malnutrition. Vous êtes informés qu'aujourd'hui, l'inflation est en train de, n'est-ce pas, suffoquer les économies des petits commerçants et autres entrepreneurs, ça et là. Vous êtes au courant que, qu'est-ce que je veux dire, l'insécurité, elle est aujourd'hui grandissante. Par là, je vais vous rappeler les histoires et les choses qui se font ici à côté de la ville de Kinshasa. Parler de Kwamouth, plateau de Bateke. Plateau de Bateke, pour aller très loin à l'est de la République démocratique. C'est très grave ce qui se passe de l'autre côté avec cette milice qui décapite même les forces de l'ordre. Donc c'est très compliqué. Mais jusque-là, les leaders du Grand Bandundu, les leaders de Kinshasa, aidez-nous pour trouver une solution de ces côtés-là, parce qu'à Kwamouth, ça ne va pas au plateau des Bateke, à Mongata, partout là-bas. C'est bizarre, s'il faut voir les images, c'est affreux de voir. C'est très affreux, mais les leaders de Kwamouth et autres, comme vous appelez, ils vont faire quoi? Parce qu'ils n'ont pas le bâton de commandement. Et vous avez par exemple ceux qui ont le bâton de commandement, ils sont ici en train de fêter jours et nuits. Ce qui veut dire qu'il y a un problème de leadership et nous ne devons pas nous voiler la face. Il y a un problème des animateurs. Les animateurs qui savent la bonne gouvernance, les animateurs qui savent l'éthique, la discipline de la gestion des affaires publiques. Et donc, ces dysfonctionnements-là se répercutent jusqu'au fin fond. C'est-à-dire qu'à leur niveau, ils ne peuvent pas changer dès lors que de la chair, il y a un problème. Voyez-vous? Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de marcher, comme j'étais en train de dire, pour revendiquer ces choses-là qui restent au centre de l'intérêt des Congolais. L'insécurité grandissante à l'est de la République démocratique du Congo, puisque nous en parlons. Vous avez vu ce que M. Tshisekedi a entrepris faire avec l'EAC, tous ces conglomérats. On va en parler. Et donc, ce sont ces raisons-là principales qui nous obligent, nous, Congolais, auprès du peuple, à sortir ensemble et marcher. Démontrer à la face du monde que nous ne voulons pas de la balkanisation de notre pays. Est-ce pas une réplique à la mobilisation du stade des martyrs de l'Union sacrée? Votre marche, vous voulez aussi prouver que vous avez derrière vous une masse, une marée humaine par rapport à celle qui a vécu l'autre fois. Nous avons fait une marche le 11 mars. Ce n'était pas en fonction de voir qu'est-ce que l'Union sacrée avait fait au stade des martyrs. C'était bien avant ça. Deuxièmement, nous n'avons pas les mêmes activités. L'Union sacrée a fait une activité sans importance. Sans importance auquel on pouvait identifier exactement ce qui était l'intérêt du peuple dedans. C'est-à-dire, c'était pour venir, on se réunit, on va soutenir la candidature de X et Y, alors que nous ne sommes pas d'ailleurs dans la période de propagande pour les élections. Deuxièmement, c'était une plateforme électorale, l'Union sacrée au stade des martyrs. Troisièmement, les gens qui étaient venus étaient des infiltrés. Parce que si vous prenez 500 partis politiques divisés par, je sais pas, 80 000 places divisées par 500 partis politiques, ça fait une affaire de 120 et quelques personnes. Donc, les gens qui étaient venus,
qui n'avaient pas attendu les discours de l'Union sacrée. Ces gens-là qui n'ont pas attendu l'entrée même des autorités et sont partis avant, étaient des infiltrés qui étaient, n'est-ce pas, motivés à récupérer les miettes qu'on nous avait ravies via la taxe RAM. Donc ces gens n'étaient pas, pour définir bien les choses, les membres de l'Union sacrée, c'était des infiltrés. Vous avez envoyé vos membres pour infiltrer l'Union sacrée. Nous le félicitons d'ailleurs parce que le peuple a compris que c'était des aventuriers. Et puis derrière ça, c'était quoi l'importance? Quelqu'un quitte chez lui à la maison, il vient chanter au stade des martyrs pour 10 000 francs. Et donc, pour nous, à l'opposition, c'est différent. Pourquoi? Parce que nous marchons pour l'intérêt de la nation. Par exemple, le courant. Par exemple, l'eau de la Régie des eaux. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui a des ressources hydrauliques au point que nous avons 52% de toutes les ressources hydrauliques de l'Afrique en RDC. Mais nous avons des problèmes de distribution d'eau, même dans la ville de Kinshasa. Nous avons d'un barrage, nous disposons d'un barrage, par exemple celui de Linga, un barrage qui peut alimenter toute l'Afrique. Toute l'Afrique, j'ai dit bien toute l'Afrique. Seulement ce barrage peut alimenter toute l'Afrique. Mais venez à Kinshasa. Mais vous savez les problèmes que nous faisons face au quotidien. Vous, LGD, hier, PPRD, vous avez géré cette République ensemble. Pourquoi n'êtes-vous pas parvenu à résoudre tous ces problèmes qui ne sont pas nés aujourd'hui? Notre président n'était pas le président de la République à l'époque. Donc s'il faut trouver une solution, il faut s'il vous plaît, je vais en arriver. Notre président national de LGD n'était pas le président de la République, ni le deuxième citoyen, il était Premier ministre. Mais à son niveau, il a agi. Parce qu'on ne développe pas une nation au bout de 2 semaines. Mais ce qu'il a réalisé, la stabilité du cadre macroéconomique, la stabilité des prix, le développement et tout ce qui a émaillé son parcours de 2012 jusqu'à 2016, l'ITIE notamment, les constructions de plusieurs bâtiments dans le pays, notamment l'hôtel du gouvernement, la réhabilitation, le reste. Dont on parle aujourd'hui que cela appartiendrait à Mwanga Chouchou, entre guillemets. Ce sont des rumeurs. Je ne sais pas accorder de l'intérêt à des rumeurs. C'est important. Allez-y vous informer. Mais les documents sont là. C'est un bâtiment construit. Et d'ailleurs, le premier bâtiment depuis 1970 a été construit sur fonds propres du gouvernement. Mais avant cela, cher Georges, est-ce que vous saviez que les ministères louaient des maisons de particuliers à Kitambo, par exemple? Les ministères d'État, les ministères de la République et du gouvernement louaient des maisons de particuliers à Kitambo. Mais comment est-ce possible que nous puissions vivre dans un pays où les gouvernements ne savent pas se construire un bâtiment? Si on peut évoluer avec la marche. Par l'initiative du président national de notre parti, le camarade Augustin Matata Pogno, qu'il y a eu construction de ces bâtiments. Et les documents sont là si vous voulez aller voir. Puisque l'on parle de cette marche de l'opposition du 13 mai, Jean-Thierry Mosenepo, cadre au CCU, parti cher à Lambert Mende, estime que votre marche n'a pas d'objectif clair et il accuse vos 4 leaders d'être en complicité avec le Rwanda pour vouloir brûler la RDC. Parce qu'il estime qu'en lieu et place de soutenir les institutions de la République qui font les efforts pour mettre la fin à cette guerre, vous voulez embraser le pays, le chauffer à travers une marche sans objectif clair. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Thierry Mosenepo, le monsieur, n'est pas bien placé pour nous faire de la leçon morale. Parce que Thierry Mosenepo, cadre de la CCU, était celui qui chantait hier le 3e mandat de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, miraculeusement devenu membre de l'Union sacrée et adepte soutenant le président Félix Antoine Tshisekedi, n'a pas de leçon à nous faire. Nous, dans l'opposition, nous marchons pour une cause noble, une cause du peuple, une cause de la nation. Ça n'a rien à voir avec les rumeurs que lui est en train de répandre. Quelqu'un qui se dit être cadre, comment il peut tenir des affirmations et allégations gratuites de cette façon? Il faut comprendre juste que les gens sont menacés de leur fort intérieur, de notre marche pacifique d'ailleurs, parce que, à la différence de l'opposition d'hier, nous ne faisons pas des casses, hein. Nous ne brûlons pas de punais. Vous avez pris les dispositions parce que ce sont presque le même. Nous ne brûlons pas de punais. Militants d'hier qui brûlaient. Nous ne brûlons pas de punais, ce n'est pas le même militant. Aujourd'hui, l'opposition a une autre façon de voir les choses. Nous ne brûlons pas de punais. Nous marchons comme des paisibles citoyens, réclamant et revendiquant ce qui nous revient de droit. Pensons que et donc, c'est lui qui s'est dit
que voilà, ces gens, ils sont réunis pour une cause qui n'est pas la cause du peuple, c'est que c'est lui le premier ennemi du peuple. Puisque, écoutez, nous vivons et nous savons la réalité sur terrain. Récemment, ici, il y a quelques minutes passées, on venait d'avoir une coupure d'électricité, ce qui traduit fidèlement que nous côtoyons les gens qui souffrent et nous-mêmes en souffrons. Vous voyez? Et donc, nous ne pouvons pas nous voiler la face parce qu'on doit soutenir X et Y individus, qu'on ne puisse pas revendiquer ce qui nous revient de droit, comme peuple. Et ça n'a rien à voir avec le Rwanda parce que nous avions déjà fait une marche pour soutenir les FARDC. Les 11, on l'a fait. Avant le 11, l'autre année, je pense bien que c'était les 3 ou les 3 juin, quelque chose de comme ça, 2022. Nous avions marché aussi, nous, les LGD, pour soutenir l'armée, pour soutenir les FARDC. Mais aujourd'hui, les choses ou les raisons qui nous envoient descendre la rue, ce sont des raisons qui sont valables, vérifiables, palpables au sein de la population. Et Thierry Mosenepo est très loin de la réalité. C'est comme ça que dans les Djalelo, dans le fait qu'il puisse chercher la confirmation ou bien l'engagement ou l'embauche auprès des gouvernants actuels, il doit dire des choses pour plaire ou chercher du buzz. Mais le problème Mais il n'a pas de leçon à nous faire parce que Thierry Mosenepo n'a jamais agi pour le bien et le développement du peuple. Vous estimez avoir l'expertise nécessaire et l'expérience, mais pourquoi vous ne faites pas des propositions en tant qu'opposition? Vous pouvez aussi faire des propositions au gouvernement pour être cette fois-là suivi. Vous n'êtes que dans la rue en train de dénoncer, de critiquer, mais vous ne proposez rien. C'est ça qu'on vous accuse aussi. C'est faux parce que nous avons toujours proposé. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu une déclaration à l'époque faite entre Moïse Katumbi, qu'est-ce que je veux dire, Moïse Katumbi, le président national Matata Ponyo, le président élu Martin Fayulu, Denis Mukwege, pour dénoncer les processus électoraux chaotiques en cours. Et en même temps, nous avions proposé des pistes et des solutions, qui notamment est essayer de reprogrammer les choses normalement, notamment sur les aires électorales, les processus d'obtention des cartes et d'autres, les cartes d'ailleurs qui s'effacent aujourd'hui, vous voyez les résultats. C'est ça ce que nous nous proposions comme solution. En même temps, nous critiquions, mais des critiques constructives. Vous comprenez? Mais finalité, c'est que nous proposions un autre plan. Mais pour l'instant, puisque nous ne sommes pas attendus, comment pensez-vous que nous allons continuellement rester là, appuyer l'institution en proposant des choses qui ne sont jamais considérées auprès des gouvernants? Dans votre message, vous dénoncez la vie chère, alors que parmi vous, il y aurait, je suis dans les conditionnels, des personnalités qui négocieraient avec la Zambie, pour bloquer l'envoi de farine de maïs à la RDC et même ceux des transits de l'Afrique du Sud pour la RDC et faire mourir de faim la population, notamment dans les grands Katanga. Est-ce que c'est pas là aussi être en complicité avec les ennemis de la République? Cher Georges, je suis un peu choqué d'apprendre que ce que vous dites vient de la bouche des autorités du pays. Mais ce qui est grave, c'est quoi? C'est de considérer que nous avons des gouvernants qui ont toujours l'habitude de chercher des faux fuyants. Des gouvernants qui ne sont pas des gouvernants qui assument les responsabilités. Quand il y a pénurie, c'est qu'il y a un problème de gouvernance. Parce que pour qu'un État puisse être un État, il y a 3 bases, notamment il doit être un État programmateur. Deuxièmement, il doit être un État producteur. Troisièmement, il doit être un État protecteur. Je reviens. Un État programmateur, c'est un État qui anticipe les choses qui sont à venir, qui programme l'avenir d'une nation, la fin, ce qui revient à dire que la vie sociale même du peuple, cet État-là programme en avance les choses. Mais vous allez vous poser la question, quelle est la vision de la gouvernance du chef de l'État en place? Il n'y en a pas. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple d'abord n'est qu'un leitmotiv, un slogan creux.
Aujourd'hui, nous ne vivons pas le peuple d'abord. C'est d'abord nos ventres d'abord. Puisque l'intérêt du peuple, c'est ce qui nous amène dans la rue aujourd'hui. On ne le voit nullement ailleurs que dans des grands bistrots et les nightclubs et autres où il y a des représentants du gouvernement qui dansent et jouissent chaque jour. Donc, le peuple d'abord n'est qu'un slogan créé comme je vous ai dit. Un État, pour qu'il puisse être un État fort, il doit être un État producteur. Qu'est-ce que la RDC produit en termes de produits agricoles pour suffire aux besoins du peuple? La RDC ne produit rien. Nous allons entrer dans des organisations comme les EAC, qui avaient pour vocation un rassemblement de pays qui avaient pour vocation commerciale. Mais nous allons y entrer parce qu'on produit quoi? Mais c'est parce que nous sommes un pays déversoir. Les EAC va produire et ensuite il va envoyer chez nous. La Zambie va produire, ensuite ils vont envoyer chez nous. Les Sud-Afrique va produire, ensuite ils vont envoyer chez nous. Parce que nous ne produisons rien. On importe même des petites choses. Même quelque chose comme le maïs, alors que nous avons plus de 80 millions de terres arables. Cela risquerait de nous renvoyer au parc. Ce qui revient à dire, j'en arrive. Nous avons des gouvernants non responsables qui, à chaque fois qu'il y a un problème ou à chaque fois qu'il y a un déficit clair, palpable de gouvernance, on cherche à trouver des boucs émissaires. Quand c'est les farines, c'est Moïse Katumbi. Quand c'est l'argent, c'est Kabila. Quand ça ne marche pas en politique, c'est Matata Pogno. Quand ça ne marche pas, c'est l'autre là qui est rwandais, l'autre là est zambien. On attribue même des nationalités aux autres. Ce qui veut dire que nous avons affaire à des gens qui n'ont pas appris à gouverner avant d'apprendre en gouvernant. Et donc c'est clair, ils doivent, s'ils ne sont pas à mesure de conduire le pays, comme nous le voyons, démissionner. C'est la plus simple des choses. C'est la plus simple des promesses à faire aux Congolais, c'est de démissionner. Quitter. Lokola toloba na lingala kwanga tikela bateke. Soki osalaka obetaka bale beta bale. Soki otekaka pizza teka pizza. Mais kwanga, etali kwanga tikela bateke. Ceux qui savent gouverner sont là et nous avons vu le résultat. La productivité. En tout cas, c'est là. Pour chuter, un État, pour qu'il soit un État fort, il doit être un État protecteur. Un État qui doit assurer la sécurité de ses peuples. Un État qui doit assurer la sécurité de sa population. Un État qui doit assurer, vous comprenez, en tout cas les bonnes mœurs, même pour appeler ou faire appel aux investisseurs. Les investisseurs ne viennent pas dès lors qu'ils ne sont pas au courant de comment est-ce que les choses se passent en matière sécuritaire et en matière de justice dans ce pays-là. Ils ne viennent pas. C'est comme ça qu'assez souvent, quand les investisseurs arrivent, ils viennent d'abord avec les avocats et les autres pour s'imprégner de comment est-ce que les choses fonctionnent au niveau du droit, au niveau de la sécurité, parce que les investissements, ce sont les capitaux qu'on met en valeur pour, n'est-ce pas, produire. Et donc, voilà pourquoi les investisseurs ne sont jamais venus depuis que le président a tourné le monde entier pendant plus de 7 fois, je ne sais pas moi, pour ramener les investisseurs au Congo. En tout cas, j'ai aimé votre argumentaire là. Lorsque vous parlez d'un État programmateur, producteur, mais surtout protecteur, c'est très important parce que c'est de la responsabilité de l'État. Et en ce qui concerne les farines de maïs, faisons un effort de produire chez nous. On a parlé des Kanyamaka CC, nous aimerions qu'il y ait beaucoup de Kanyamaka CC dans le Congo central, qu'il y ait Kanyamaka CC dans le Kasaï, qu'il y ait Kanyamaka CC dans les Kwilu, partout, qu'il y ait des Kanyamaka CC au Maniema, et puis on va avoir l'autosuffisance alimentaire. Sans cela, on ne va qu'aller en Zambie pour aller chercher des sacs de farine. Mais par rapport à la marche pour chuter, la sensibilisation aujourd'hui, comment vous la faites? Est-ce qu'elle est à la hauteur pour que vous ne viviez pas un fiasco ce samedi? Mais surtout, pourquoi vous n'aviez pas associé d'autres leaders de l'opposition, notamment Adolphe Muzito du Nouvel Élan, Joseph Kabila Kabange, avec qui vous, LGD, étiez hier à l'ancienne majorité, mais aussi Denis Mukwege, qui semble être très proche de vous? La marche de l'opposition est la marche du peuple. La marche de l'opposition de ce samedi 13 est la marche pour tout le monde.
Vous n'êtes pas obligé d'être dans un parti politique pour participer. Et de la même manière, si vous êtes dans un parti politique, vous n'êtes pas empêché d'y participer. C'est la marche de la nation. C'est pour les raisons du peuple. Et donc, tout le monde est invité à participer. Nous nous préparons et nous nous mobilisons davantage à cet événement, puisque vous avez vu, vous avez remarqué que nous multiplions les efforts de descente de terrain, les productions de petits teasers pour, n'est-ce pas, faire appel au peuple, au réveil, à l'éveil patriotique, des descentes sur terrain, mais aussi des caravanes motorisées pour, n'est-ce pas, prévenir le peuple que le rendez-vous est pour ce samedi. D'autant plus que le peuple est dans la souffrance où il est obligé chaque jour à sortir pour chercher à manger, ça et là. Donc, on est en train, ou nous sommes en train de nous préparer conséquemment. Je parle ici des gens qui conduisent aujourd'hui l'opposition, dite l'opposition républicaine. Et ces regroupements-là, comment vous les nommez? Quand on prend Katumbi, Fayoulou, Matata et Sessanga, vous n'avez pas de dénomination, donc c'est juste un conglomérat ou un rassemblement de leaders comme ça, des faits? C'est un rassemblement d'idées, un rassemblement de valeurs, un rassemblement des qualités, un rassemblement de la résistance et tout ce que vous voulez, qui va dans le sens de donner beaucoup de crédit à ces rassemblements des animateurs de l'opposition. Puisque, cher Georges, le monde entier, aucun pays du monde n'a développé sans la convergence d'idées. Et c'est les idées qui sont à la base du développement. Ce sont les idées qui sont à la base du progrès. Et ces gens que vous voyez, ces animateurs de l'opposition, ont réfléchi face à la crise multidimensionnelle que notre pays aujourd'hui fait face, de réunir les forces, l'intelligence, de se compléter afin de progresser. Parce qu'on ne peut pas s'estimer être à mesure de développer seul le pays. Le LGD a pour vocation de œuvrer pour amener les pays à la trajectoire de développement. Nous ne promettons pas l'Allemagne d'Afrique. Mais pour que nous arrivions à cette trajectoire de développement, il faut le concours des autres. Et le LGD est prêt à faire alliance avec tous ceux qui auront la vision du progrès pour faire avancer le pays en des termes clairs, pour la faire développer. Et donc, en effet, nous, du LGD, nous empêchons personne de venir à la marche. D'ailleurs, je vous informe que nos amis, nos compatriotes, nos camarades des PPRD et d'autres partis ont déclaré qu'ils vont être là. Ça va être une bonne chose parce que ce sont les questions qui concernent la vie au quotidien des Congolais. L'insécurité nous concerne tous. La vie chère nous concerne tous, vous et moi d'ailleurs. Les élections chaotiques, parce que c'est là où il y a aussi les grands problèmes. Parce que si nous avons aujourd'hui des fraudes électorales à répétition, c'est que nous n'arrivons pas à, n'est-ce pas, présenter ou à placer au-dessus ou à la tête du pays des individus qui sont nommés et mandatés par le peuple. Et ces individus-là n'ont pas de souci du peuple parce qu'ils n'ont jamais été votés par eux. C'est le cas avec certains de nos députés, de nos élus du peuple aujourd'hui, qui se fourvoient dans des questions qui n'ont aucune importance et puis des questions qui ne sont pas prioritaires. Où on parle des chiens, on parle des pères et des mères, on parle de... Aujourd'hui, on parle de la polygamie, j'ai entendu un député. Ça fait buzz, hein? Mais écoutez, les gens aujourd'hui vivent pour le buzz, alors qu'il y a des priorités que les élus du peuple, au-delà de l'obésité financière, devaient se concentrer pour trouver des propositions à faire afin de faire progresser le pays. Pour juste faire allusion à ce que vous venez de dire sur la question de la polygamie défendue par le député Charles Mundele, à l'opposé, la députée PPRD Inagossi a dit que s'il faut s'en tenir à ce que l'on légalise la polygamie, elle aussi, en tant que femme, et toutes les autres femmes vont lutter pour qu'on légalise également la polyandrie. C'est que là, c'est un désordre qui est en train d'être créé. Et c'est comme ça que je vous ai dit que le pays est mal gouverné. Parce que nous n'avons pas de représentants qui, n'est-ce pas, sont là par le vœu du peuple.
Et c'est comme ça que ce représentant, en retour, s'en fout complètement de la crise, de la situation difficile que peut traverser la population. C'est comme ça que nous réclamons un processus électoral clair, transparent, inclusif, participatif, démocratique, pour se choisir non pas des jouisseurs, mais des vrais leaders. Non pas des prometteurs éternels, mais des donneurs de résultats. Non pas des danseurs, mais des gens qui arrivent pour faire progresser le pays sans chercher à avoir la popularité ça et là. Et donc nous voulons les gens, les leaders qui incarnent des valeurs, les leaders qui incarnent la discipline, les leaders qui ne sont pas des leaders transhumants comme les Mosenepo et les autres qui chantaient hier le 3e mandat de Kabila, mais aujourd'hui deviennent à l'improviste, tisséquediste en chair et en os. Et donc, nous avons besoin de ces leaders qui incarnent des valeurs. Et ils sont là. C'est la preuve d'ailleurs qu'aujourd'hui, le peuple est derrière ces leaders de l'opposition qui représentent, en tout cas, dans l'ensemble, plus de 90% de la population de la République démocratique du Congo. Vous allez voir avec nous, les 13, ça va être du show. Ça va être du show, on espère bien voir, parce qu'on sera là pour la couverture médiatique en tant que média, bien sûr. Exactement. Alors, nous tendons presque vers la fin de notre émission, mais parlons un peu, en quelques minutes, des l'EAC, des troupes qui sont ici. Le président de la République a estimé que les résultats attendus d'eux n'ont pas suivi. Et puis, il faudrait qu'ils partent parce qu'ils seront fait mission en juin prochain. Et il était temps qu'ils partent si jamais les résultats sont satisfaisants pour la durée qui leur reste. Mais en même temps, il y a l'EAC qui voudrait cette fois-là aussi envoyer ses troupes, en plus de l'Angola, en plus du Kenya. Vous voulez parler de la SADC? En fait, je parle de la SADC, bien sûr. Voilà. C'est la SADC qui a approuvé l'envoi de ses troupes dans les prochains jours en RDC. Mais comment est-ce que ça va se passer? D'un côté, il y a plusieurs troupes étrangères, avec la MONUSCO également et autres. Comment la RDC devient? On devient un pays sous tutelle? Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, un pays qui est dominé par la périphérie. Quand je parle de la périphérie, j'ai fait allusion à nos voisins, comme l'Ouganda, comme le Rwanda, comme, je ne sais pas moi, la Zambie et autres en matière de produits agricoles. Aujourd'hui, c'est qui est grave d'imaginer. Hein. Donc, je vous dis qu'aujourd'hui, notre RDC, à nous, notre fierté, là, est dominé par la périphérie. Pourquoi? La raison est claire. Parce que notre pays a perdu de la notoriété en ayant des dirigeants qui ont très peu de leadership et de la gouvernance, de qualité. C'est ce qui nous réduit aujourd'hui à être des pleurnichards de la sécurité. C'est ce qui nous réduit aujourd'hui à être des quémandaires de la protection. Et là, l'État a failli à sa mission. Encore faut-il le dire. Mais demandez par exemple... Ces organisations-là, est-ce que nous quémandons vraiment la protection? Nous demandons par exemple la sécurité au Soudan. Le Soudan qui, lui, à son tour, s'est fait aider par l'Ouganda pour assurer sa propre sécurité. Est-ce que nous avons des gouvernants qui vraiment, réellement nous représentent? À la place, vous proposez quoi pour... Nous avons toujours dit que c'est avec cette même armée FARDC que nous aimons tant et que nous sommes fiers d'en avoir, que nous avons vaincu les M23 en 2013. Mais quelle était la recette? La recette était le leadership et la gouvernance. Il ne faut pas aller chercher loin. C'était la qualité des animateurs des institutions. Et on avait vaincu les M23. Aujourd'hui, on revient à la SADC parce qu'on a échoué avec tous les traités, les amitiés entre... les amitiés confondues entre présidents de République, comme par exemple le président Kagame, il est venu ici, on a applaudi pour lui, par l'UDPS, il est rentré, le président Tshisekedi a dit que c'était son ami, un partenaire fiable, mais aujourd'hui, il se sent trahi par son partenaire fiable et son frère même. C'est la nature de l'homme. Il a si bien dit parce qu'il a confondu la diplomatie avec les relations personnelles. Et donc, c'est maintenant le cas. Donc,
les présidents, le gouvernement actuel se réalise être, en tout cas, trompé, c'est comme ça qu'ils retournent à la case de départ. La SADC, nous, on a collaboré avec la SADC, le Congo a collaboré avec la SADC, sous la gouvernance de notre président national, le camarade Augustin Matata Ponyo, qui était à l'époque Premier ministre. Nous avons collaboré et en 2013, on a défait les groupes rebelles. Mais comptez-vous combien de groupes rebelles aujourd'hui défaits par l'armée et par l'EAC et les contingents de je ne sais pas de quel pays aujourd'hui à l'Est de la République. On les accuse d'être aujourd'hui en connivence avec qui les accuse M23. Qui les accuse aujourd'hui? C'est celui qui est allé les prendre hier. Donc, imaginez cet imbroglio proviendrait de quelque part. Non, mais ce sont les gouvernants qui démontrent les limites et c'est clair. Il y a un autre lobby, soki okoki kokambate, tika neko. Bato malonga bali bakosala musala wana tango mususu ozana makasi na commerce. Sala commerce. Soko ozana makasi na kosala kwanga, sala kwanga ndeko. Tika makambo ya kokamba mboka na bato ba yebi musala wana. En tout cas, on ne peut pas sous-traiter notre armée comme c'est le cas. Parce qu'il y a un auteur qui a dit, quand un pays n'arrive pas à assurer sa propre sécurité, ou la sécurité de son propre peuple, il sous-traite sa sécurité, ou cette sécurité-là. C'est-à-dire que le cas pour nous en RDC actuellement, c'est que nous arrivons à sous-traiter notre armée ou la sécurité de nos populations entre les mains des autres parce que nous ne sommes pas à mesure de les assurer. Je pense pas que c'est peut-être des renforts qu'on demande, mais en même temps, les FARDC sont au front et en avant-plan pour combattre à suffisance les rebelles du M23. Les FARDC sont toujours, pour nous, c'est la meilleure solution pour exterminer tout le... qu'est-ce que je vais dire tous ces groupes rebelles. Tous ces groupes rebelles. Les FRDC est un outil, s'il faut le dire, qu'on puisse utiliser pour exterminer tous ces groupes rebelles à l'est comme de l'autre côté de la République. Pourquoi? Parce que cette armée-là est capable de nous ramener la victoire. Les souhaits, comme c'était en 2013. Aussi, mais la gouvernance pose problème, le leadership pose problème, mais au-delà de ça, les moyens posent problème. Pourquoi pas aussi aujourd'hui? On a l'impression que la RDC fait objet ou est victime d'un complot international. Toutes ces organisations internationales-là, sachant, ayant des preuves tangibles que le Rwanda agresse la RDC, ne parviennent pas à sanctionner ce pays-là. On a l'ONU qui a même été au 11e sommet du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba à Bujumbura, qui ont assisté malheureusement à l'absence du président rwandais et même à celui du Kenya qui est censé être peut-être celui qui commande les troupes de l'EAC de façon politique, ont été absents à cette messe-là. Et le président Tshisekedi a dénoncé une fois de plus l'agression rwandaise, mais qu'est-ce qu'on assiste in fine? Aucune sanction prise contre le Rwanda jusqu'à ces jours. Et vous ne pensez pas qu'il faudrait changer des stratégies ou des paradigmes cette fois-là et se recroqueviller sur nous-mêmes pour trouver la solution à ce problème-là? Changer des paradigmes équivaut à changer les gouvernants incompétents à la tête de la République démocratique du Congo. Parce que notre pays est un pays souverain. Je dois vous le rappeler que la sécurité d'un pays souverain dépend de ses propres attributions. Donc, du coup, nous, RDC, pourquoi aller pleurer par tout le monde pour qu'on puisse venir nous exterminer un groupe rebelle? Ce n'est même pas une armée régulière qui nous attaque. Même si nous savons que ils sont soutenus par l'armée, mais quand même nous considérons que c'est un groupe armé sous couvert. Mais on ne sait pas les exterminer parce qu'il y a un problème de leadership, comme je le répète, et un problème de la gouvernance. Merci beaucoup. Nos dirigeants. Merci. Ceci nous amène directement à conclure l'émission parce qu'on est en dépassement de temps. Mais un dernier mot, mais surtout l'itinéraire de votre marche et comment ça va se passer. Sauf modification des derniers instants, des dernières minutes. Je pense que nous allons commencer à Lemba, super. Nous allons venir vers Limité et de Limité, nous allons chuter au palais du peuple. Certains vont commencer là-bas et d'autres vont commencer vers Sakombi.
connaissez Sakombi? Oui, vers 80 jours, Sakombi, là-bas, Jamaïque. Ils vont sortir, Kasavubu, station Ma Campagne, Molaire. Et à partir de Molaire, ceux qui viendront de l'autre côté prison, ils vont se rencontrer là et ensemble, ils vont également se diriger pour nous rencontrer, nous qui allons venir de Limité, au Palais du Peuple. C'est ça l'itinéraire, sauf modification des dernières minutes, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a une réunion avec le gouverneur. J'espère bien que ça va rester ainsi, mais s'il y a modification, nous allons rapidement communiquer pour que les gens soient informés. Mais au-delà de ça, nous profitons et lançons un appel solennel, une mobilisation à tous les Congolais qui nous suivent de partout, qui sont aujourd'hui les sujets de la mauvaise gouvernance, ou bien qui subissent l'impact n'est-ce pas, de la piètre gouvernance de ceux qui sont en place, ceux qui ont le bâton de commandement aujourd'hui. Nous les appelons à venir avec nous ensemble. Nous allons descendre, non pas pour louer Tshisekedi, non pas pour louer Fayulu, non pas pour louer Matata, mais pour revendiquer les droits des Congolais, les droits à la vie normale, les droits à la vie des paisibles citoyens, la sécurité de tous les Congolais de partout, mais aussi les élections dans le délai constitutionnel comme il est écrit dans la Constitution. Voilà. Les élections dans les délais constitutionnels, vous serez dans la rue. Je crois le message est passé. En tout cas, nous comme médias, nous allons faire notre travail. Nous allons suivre de près tout ce qui va se passer lors de cette marche. Mais surtout, on voudrait qu'il n'y ait pas de casse, qu'il n'y ait pas de troubles, qu'il n'y ait pas de gaz lacrymogènes, et que les citoyens marchent paisiblement et que tout se termine dans un climat de paix, parce qu'on voudrait réclamer la sécurité pour tout Congolais. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Je crois que vous et moi avons aimé tout ce qui s'est dit ici, mais quand vous n'êtes pas d'accord avec une des déclarations de notre invité, le plateau vous est à votre disposition, c'est ce que je voulais dire. Et puis, on va vous recevoir et vous allez répliquer s'il le faut, si même demander un débat contradictoire. Nous sommes disposés à cela. Mais ceci nous permet de reconnaître les œuvres d'un homme. Je vois le PCA de l'OCC. Il s'appelle Monsieur Fortuna Ndambo Mafos, un digne fils d'Ilebo qui pose des actions palpables. Je vois le territoire d'Ilebo dans la province du Kasaï. J'y ai été la fois dernière. Il faut voir des écoles construites de très bonne qualité. On n'a rien à envier à Kinshasa, et c'est dans le fin fond du pays, c'est dans un village même. Il faut voir l'électrification des dortoirs et autres. En tout cas, j'ai aimé, et les bonnes actions, il faut les saluer. Et coup de chapeau à vous, PCA Fortuna Ndambo. Nous espérons qu'il y aura d'autres qui vont suivre ou qui vont emboîter les pas pour le développement de nos différentes entités territoriales décentralisées. Au revoir et à la prochaine. Merci.